Madame, Messieurs, vous suivez Congo Buzz Télévision. Merci de votre fidélité. Les titres du journal Rideau ce vendredi 29 juillet sur les travaux de lancement des appels d'offres des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers du lac Kivu en RDC. Les travaux ont permis de sensibiliser et de rassurer les potentiels investisseurs. Et puis l'affaire spoliation de 9 hectares du grand séminaire Saint-Jean 23 de l'archidiocèse de Kinshasa vient de connaître un éclairage. Maître Valentin Katako Kito, avocat du collectif des propriétaires de l'espace réclamé par l'Église, a précisé que l'ambassadeur John Nyakeru n'est nullement concerné par le dossier. Vous l'entendrez dans ce journal. Enfin, la population du quartier Masangambila, satisfaite de la modernisation de la route Bel-Air dans la commune de Mongafula, Kinshasa. Il s'agit ici de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le domaine des infrastructures. Voilà tout pour le titre. Madame, Messieurs, bonsoir. Je disais dans les titres Rideau ce vendredi 29 juillet sur les travaux de lancement des appels d'offres des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers du lac Kivu en RDC. Les travaux ont permis de sensibiliser et de rassurer les potentiels investisseurs. Dans son mot de clôture, le directeur des cabinets aux hydrocarbures a appelé les entreprises locales à prendre une part active au processus. Avec ce lancement officiel, la République démocratique du Congo est désormais en mesure d'octroyer de manière transparente le droit des hydrocarbures à des partenaires dans un partenariat gagnant-gagnant devant profiter à la population congolaise. Le directeur des cabinets est au micro de nos reporters. En toute chose, je tiens à remercier le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui nous a accompagnés dans ce processus. Et c'est grâce à sa vision que nous sommes en mesure de célébrer ces 2 jours qui viennent de s'écouler. Je crois qu'il faut aussi féliciter et remercier le gouvernement de la République tenu de mettre par son excellent Jean-Michel Sama Kenge, qui n'a cessé de nous appuyer pour aller de l'avant avec ce processus d'appel d'offres. Je crois qu'il s'agit d'une première pour notre pays. Et nous sommes persuadés qu'à l'issue de ce processus qui va prendre quelques temps, nous allons enfin être en mesure d'octroyer de manière transparente les droits d'hydrocarbures à des partenaires qui, nous l'espérons, vont mettre en place, ensemble avec nous bien entendu, des partenariats gagnant-gagnant qui vont profiter aux populations congolaises. Le premier panel qui parlait de la réglementation, c'était pour mettre en exergue les lois qui en fait gouvernent le secteur des hydrocarbures et aussi donner aux investisseurs potentiels qui étaient dans la salle certaines indications, certaines informations nécessaires pour la soumission de leurs offres. Le deuxième panel, il était purement technique et ce panel a montré les potentialités de la République en termes des hydrocarbures et aussi encourager les investisseurs à venir nombreux investir dans nos 3 bassins sédimentaires. Bientôt, la République démocratique du Congo sera dotée d'une usine de montage de véhicules. La question est au centre des discussions entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et une délégation de la firme CIG Motors déjà installée au Nigeria, conduite auprès du Premier ministre par le coordonnateur du mécanisme national de suivi qui revient d'une opération de détection des partenaires désireux d'apporter des projets de développement socio-économique en RDC. Le reportage de Joël Isselona. Conduite auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde par le coordonnateur du mécanisme national de suivi d'accord cadre d'Addis Abeba, Claudie Balanki, la délégation de la firme CIG Motor était venue faire la restitution de la mission de Claudie Balanki avec sa suite avait effectué au Nigeria sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de rencontrer quelques partenaires désireux d'emmener des projets de développement socio-économique en RDC. À l'issue de cette audience, le coordonnateur du mécanisme a annoncé l'arrivée imminente de cette délégation qui viendra du Nigeria pour présenter officiellement au Premier ministre le projet d'installation d'une usine de montage de véhicules. Une occasion pour jeter les bases d'un nouveau partenariat qui permettra d'avoir des véhicules made in Congo d'ici l'année prochaine.
Pour la patronne des CIG Motors, cet entretien avec le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, donne des signaux positifs à ce voyage effectué en RDC. I think this trip to Congo is very successful. Je pense que cette rencontre avec l'excellence le Premier ministre était une bonne rencontre. Nous avons pu aujourd'hui rencontrer le ministre de l'Industrie ainsi que le chef de l'État. Et maintenant, la rencontre avec le Premier ministre nous donne vraiment une confidence que ce voyage est très positif et nous voulons bien continuer cette démarche pour l'investissement dans le pays. Pour le coordonnateur du mécanisme national de suivi, la matérialisation d'un tel projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement souscrit par la RDC qui stipule que le pays devra promouvoir le développement socio-économique car sans le développement, il n'y a pas de paix et vice-versa. On va parler justice. Un mois après son élection comme président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga est allé échanger avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Au-delà des simples civilités, le numéro 1 de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature estime que l'entretien avec le chef du gouvernement est à mettre dans l'actif de la collaboration directe entre animateurs des différentes institutions de la République. Et puis, c'est simplement de la contre-vérité, la récupération politique. Ces propos sont de Maître Valentin Katako Kito qui réagissait contre les déclarations de l'Église catholique sur les prétendues spoliations des concessions abritant le grand séminaire Saint-Jean 23 d'Engaliema. L'avocat du collectif des propriétaires de l'espace réclamé par l'Église catholique est notre invité. Suivez. Maître Valentin Katako, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat du collectif des propriétaires de l'espace réclamé par les catholiques. Est-ce que vos clients ont les titres de propriété? Si oui, est-ce qu'ils ont empiété les périmètres de l'Église catholique? Merci pour la question, cher ami. Les droits immobiliers, les droits fonciers au Congo, dans notre pays, garantissent le droit de propriété à travers un document qu'on appelle le titre de propriété, le certificat d'enregistrement, ou à défaut d'avoir le certificat d'enregistrement, on commence par obtenir un contrat de location, lequel contrat vous le signez avec la République démocratique du Congo, représentée par les conservateurs des titres immobiliers de la circonscription foncière dans laquelle vous vous retrouvez. Dans les cas d'espèce, dans la concession dite Jean 23, ou la concession à côté de la concession Jean 23, mes clients sont bel et bien propriétaires et leurs droits de propriété sont constatés par des titres authentiques qu'ils ont obtenus de la part de la République démocratique du Congo. Et c'est qu'en ce jour, toutes les parcelles de mes clients sont couvertes par des titres de propriété. L'Église catholique accuse par contre Gabriel Bondo, M. Kamba et l'ambassadeur John Yakiru de spolier son terrain de 9 hectares dans la commune de Ngaliema. Quel éclairage pouvez-vous apporter à ce niveau? Je crois que l'Église, malheureusement, s'est retrouvée dans un problème qu'elle ne semble pas maîtriser, au point qu'elle s'est permise, peut-être avec beaucoup de précipitation, de dire des choses, et particulièrement des contre-vérités devant l'opinion publique. Quand il accuse des gens qui l'accusent, c'est certainement sans aucun fondement, ni des droits, ni des faits. Pourquoi nous disons cela? D'entrée de jeu, je vous ai dit que mes clients, propriétaires de l'espace réclamé, revendiqué par l'Église catholique, et quand vous regardez ces clients-là, parmi eux, le premier cité, M. John Yakiru, l'ambassadeur, le deuxième cité, M. Gabriel Bondo, ne figure pas sur la liste des propriétaires de cet espace-là. Et donc, c'est à l'Église de savoir pourquoi elle les a cités. Par contre, le troisième, il est là, parmi les propriétaires.
Alors, puisqu'il parle d'espoliation, je veux revenir sur ces citations fantaisistes pour qu'on essaie de comprendre pourquoi ils ont cité ces gens-là. Mais par contre, je dis qu'il faut brosser un tout petit peu l'historique de cet espace pour permettre à tout le monde de comprendre les enjeux qui courent autour de cet espace-là. Et pourquoi l'Église s'acharne-t-elle à pouvoir avoir cet espace ou, à contrario, à pouvoir spolier cet espace qu'elle prétend qu'il est spolié par ce qu'elle a cité. À titre historique, l'Église catholique est devenue propriétaire de cet espace-là depuis l'époque coloniale. Terre acquise auprès des chefs de terre, et le titre de propriété de l'Église catholique depuis l'époque coloniale est de 6 hectares. Mais vous avez vu que le monseigneur Ndaka, je crois que c'est son nom, Carlos Ndaka, c'est permettre de dire que l'Église était propriétaire de cet espace de 9 hectares depuis l'époque coloniale. Première contre-vérité. Parce que quand vous observerez le titre de l'Église depuis l'époque coloniale, ce n'était que de 9 hectares. Ce n'est qu'en 1995, à l'occasion du renouvellement de leur certificat d'enregistrement, que curieusement l'Église est devenue propriétaire de 9 hectares. Mais voici la belle aventure. Depuis qu'elle était propriétaire de 6 hectares, l'Église avait clôturé un espace au-delà de 6 hectares. Tout l'espace sur l'avenue des Écuries était clôturé jusqu'à peu près 10 ou 11 hectares, alors qu'elle n'était propriétaire que de 6 hectares. De sorte que l'opinion, même moi-même, ainsi que mes clients, quand on était encore plus jeunes, nous savions que tout cet espace appartient à l'Église. Nous avons même joué au foot dans cette concession. Et tout le monde aujourd'hui est choqué comment quelqu'un peut se réclamer propriétaire d'un espace alors qu'il est unanimement connu que c'est l'espace de l'Église. Même Monseigneur Ndaka a dit que ce terrain est plus vieux que nous tous. Et il a raison. Mais nous savions que c'est l'espace de l'Église. Mais les droits légalement protégés pour l'archidiocèse de Kinshasa dans cet espace n'étaient que de 6 hectares. Tenez, auprès des chefs coutumiers, une autre confession religieuse, l'Église des Adventistes, avait aussi acquis un espace de terre, espace immédiatement voisin après l'archidiocèse de Kinshasa. Et cet espace contenait environ, si je ne m'abuse pas, 10 hectares. L'espace juste mitoyen à l'église. Il va se faire que quand l'église clôture, elle clôture même l'espace qui ne lui appartient pas. Et en 1995, comme je le disais, l'église va renouveler son titre qui va partir de 6 vers 9 hectares. Par quelle magie et par quel fondement de droit? Y a-t-il un acte de cession en faveur de l'église adventiste, en faveur de l'église catholique? Y a-t-il eu vente? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'église devienne propriétaire de 9 hectares? À cette question, l'archidiocèse de Kinshasa est dans l'impossibilité de répondre. Mais certaines indiscrétions disent que ce serait le président Mobutu qui leur aurait cédé les 3 hectares qui ne lui appartenaient pas parce que c'était un bien des particuliers. Donc c'est un fondement illégal, illogique, incompréhensif et intenable. Nous évoluons. Mais puisque vous êtes propriétaire de 9 hectares, ça ne veut pas dire que les 2 cm, 3 cm, 2 mètres, 10 mètres au-delà de vos 9 hectares doivent forcément vous revenir parce que vous avez tout clôturé. Voilà tous les détails. Nulle part ne figure le nom de John Nyakeo. Je suis l'avocat de tous les occupants. Nulle part ne figure, même pas 1 centimètre de terre ne revient à M. John Nyakeo, l'ambassadeur. Nulle part et en aucune portion de terre ne revient à M. Bondo. Et son nom, je viens de maîtriser son nom dans les réseaux sociaux quand j'ai entendu le monseigneur Ndaka prononcer son nom. Je sais qu'il était Gabriel Bondo. Et je suis convaincu que c'est lui peut-être qui a mené les démarches pour comprendre un peu davantage qu'est-ce qui s'est passé. Alors, pourquoi on les cite? Je crois que c'est une fuite en avance. Parce que quand vous suivez les propos de l'abbé Christian Ganzien, qu'est-ce qu'il dit?
homme très intelligent, il dit, enfin, c'est que je savais de lui, il dit que ces gens sont venus. Ils ont violenté les gardiens. Mensonge grave. Ils ont détruit les portails de fortune. Ils ont détruit les portails des fortunes. Ils sont venus avec les gens de la présidence et leurs gardiens leur ont dit que ils sont venus sous le mandat d'un certain John Nyakero. Tu peux chuter, on est presque à la fin. Ben voilà. Mais si je peux juste placer un mot là. Oui. Mes clients ne se promènent pas ni avec des policiers, ni avec les gens de la présidence. D'où vient fictivement ces gens qui étaient venus de la présidence avec le nom de M. John Nyakero. Donc c'est des fabulations. Je pèse les mots, c'est des affabulations. C'est des fuites en avance. Maître, donc l'accusation de l'abbé Gabriel Bondo, l'Église catholique donc a accusé Gabriel Bondo, M. Kamba et l'ambassadeur John Nyakero de spolier son terrain de 9 hectares dans la commune de Ngalima. Donc tout cela est faux. Le secrétaire chancelier donc, de l'archidiocèse de Kinshasa, abbé Edouard Essango, dans une mise au point de ce lundi 25 juillet, annonce que l'Église maintient sa plainte contre les spoliateurs. Comment entrerez-vous cette démarche? C'est une démarche très légale, nous encourageons, mais je ne sais pas là où elle est en train d'initier cette plainte-là, parce que la plainte, on l'initie en justice. Au lieu de venir en justice, l'Église a accepté de faire une sorte de banditisme ecclésiastique, en arrivant dans les terrains des gens, en chassant les gens, en confisquant leurs biens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, en érigeant un mur pour empêcher aux propriétaires d'accéder dans leur espace. Ça s'appelle de la spoliation. Et c'est ce que l'Église a fait. L'Église a fait ce qu'on appelle la spoliation. Alors, si elle dit avoir saisi la justice après avoir commis ces faits infractionnels, nous serons intéressés d'aller avec elle devant cette justice. Mais qu'elle dise, il s'agit de quelle justice? Mais cependant, quand ils disent maintenir leur plainte, ils ont déposé la plainte où? Mais tenez, Monseigneur avait dit qu'ils auraient attendu des gens avoir des droits sur leur espace, ils ont empoché ces gens sont incapables de produire les titres, et qu'ils les ont coincés. C'est en le coinçant qu'on a cité les noms de John Nyakero. Est-ce que de sa taille, Monseigneur peut dire des contre-vérités? Ou quand a-t-il été avec mes clients pour leur exiger les titres des propriétés? Et en qualité de qui peut-il exiger les titres des propriétés à mes clients? Nulle part, il n'y a eu de confrontation où ils ont demandé les titres des propriétés de mes clients. Ça veut dire que c'est une affirmation mensongère de sa part, primo. De deux, quand ils disent qu'ils nous ont coincés à brandir les titres, ils nous ont coincés où et quand? Chimère. Alors, vous comprenez un peu tous les dessus des cartes. Quand ils disent au Monseigneur, nous avons suivi ces communiqués. C'est un communiqué pour faire rire. Pourquoi? Vous accusez quelqu'un d'espoliateur, mais vous entendez de lui qu'il fasse tout pour vous aider à cerner cette affaire, pour prouver son innocence. Non. C'est contre la morale, l'éthique, contre le droit. Même les droits canons reconnaissent que quand vous accusez quelqu'un, c'est à vous de prouver sa culpabilité. Ce n'est pas à lui de venir, de commencer à aller chercher pour prouver son innocence. Vous l'avez cité, vous avez dit que nos gardiens nous ont dit que ces gens sont venus de la part de John. Donc, apportez la preuve que vos gardiens sont là, qu'ils passent pour démontrer qui lui a dit, qui sont ces gens-là de la présidence qu'ils ont vus, qui ont cité le nom de John Nyakero. Donc c'est un théâtre. Les catholiques ont un problème réel aujourd'hui avec les Libanais, parce que les Libanais réclament cet espace. C'est ça le vrai problème. Et le vrai débat est à ce niveau. Qu'ils cherchent un espace qu'ils vont donner aux Libanais, en tout cas, ça ne sera jamais dans cet espace. Voilà pourquoi nous avons saisi les ministres de la Justice. Voilà pourquoi nous avons saisi le président de la République. Voilà pourquoi nous avons saisi le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, pour qu'une mission de délimitation de l'espace se fasse le plus vite possible en présence de la presse. Comme nous ont amené beaucoup de journalistes, nous voulons que le jour de la délimitation, la même presse soit là. Merci beaucoup, Maître Valentin Katako Okito, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et tout à fait autre chose à présent, le parti politique cher à Modeste Sebahati Loukebo, président du Sénat congolais, regrette que les propos de son leader sur la demande du retrait de la MONUSCO soient sortis de leur contexte par des personnes mal intentionnées.
tout en condamnant tout acte de violence contre les installations de la MONUSCO dans le Kivu. Julie Massengu, cadre de la FDCA, estime que le départ de la mission onusienne en RDC doit se faire de manière progressive par des canaux politiques et diplomatiques appropriés. Elle a dit au micro de Daniel Kamboa. Déjà, il ne faut pas dire ce qu'il n'a pas dit. Lors de son passage à l'Est, le professeur Bahati Lukwebo, il a commencé à poser une question. Les vidéos existent. Il a posé une question: qui veut le départ de la MONUSCO? Et c'était la masse, c'est toute personne qui était là qui avait soulevé. Alors, il a lancé un message. Dans son discours, c'était un message de paix, c'était un message pacifique. En disant, il a d'abord parlé du bilan, il a parlé du bilan de la MONUSCO, il a parlé de ses frères et sœurs, des compatriotes qui sont en train de mourir jour et nuit à l'est du pays, sous l'œil de la MONUSCO. La MONUSCO est là en train d'observer et il a juste demandé à la population de réclamer le départ de la MONUSCO, mais de le faire pacifiquement. De le faire pacifiquement. C'est ce qui a été le contenu de son discours. Il est encore passé, il a encore fait un autre message dont il a commencé par condamner les actes de barbarie qui se sont passés, de pillage, de tout ce qui se sont passés, nous connaissons. Donc il a d'abord condamné des actes, il a d'abord condamné, mais aussi il a condamné également des politiques qui ont récupéré la situation pour instrumentaliser la population. On va se rendre à la Commission électorale nationale indépendante. Les mesures d'application de la loi électorale en vigueur ont été adoptées par l'Assemblée plénière de la CENI le jeudi 28 juillet 2022 à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe à Kinshasa. C'était sous la direction du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et en présence des membres du bureau de la plénière. Des précisions dans ce reportage signé Bienvenue Yaï. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a dirigé, en présence des membres du bureau et de la plénière de la centrale électorale, la séance de l'Assemblée plénière tenue jeudi 28 juillet à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe, consacrée à l'examen et l'adoption des travaux d'appropriation des mesures d'application de la loi électorale en vigueur en République démocratique du Congo. Devant la plénière, les experts juristes de la CNI ont procédé à la restitution des travaux effectués pendant 7 jours à l'hôtel Platinum relatif à l'écriture des nouvelles mesures d'application en vue de prendre en charge les innovations introduites par les législateurs dans la loi électorale promulguée le 29 juin 2022. Après la promulgation le 29 juin 2022 de la nouvelle loi électorale par le chef de l'État, il revient donc à la CENI de prendre de nouvelles mesures d'application en vue de prendre en compte les innovations introduites par la dite loi, qui elle-même est issue de la proposition de loi du G13 et du rapport général du processus électoral de 2012 à 2019. 7 jours durant, nos experts juristes ont réfléchi en commission sur la nouvelle écriture des dites mesures d'application qu'ils soumettent aujourd'hui à notre examen pour adoption. J'ai personnellement, à travers les directeurs adjoints, le directeur des cabinets adjoints, Dave Banza, j'ai suivi donc le déroulement des dits travaux et j'ai apprécié la qualité des débats qui ont été engagés par chacun et chacune des experts juristes. Ceci prouve une fois de plus l'expertise avérée de nos experts juristes dans les questions relatives au droit électoral, spécialement celles ayant trait au cadre légal et réglementaire. Par ailleurs, le président de la CENI a appelé d'autres directions de la centrale électorale à cerner les innovations de la loi électorale. J'invite nos différents desks, tels que genre et diversité, sensibilisation, communication et relations publiques, ainsi qu'environnement politique
et électorale, évidemment la liste n'est pas exhaustive, de se familiariser avec cette réglementation, c'est-à-dire avec ces mesures d'application, parce qu'elles sont pertinentes par rapport à leur travail. Signalons que l'adoption par l'Assemblée plénière de la CNI des mesures d'application s'est faite à la majorité absolue des membres présents, avec quelques amendements. Après cette étape, le dit texte deviendra une réglementation opposable à toutes les parties prenantes au processus électoral, une fois déclarée conforme à la Constitution de la République par la Cour constitutionnelle. On va parler santé. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, poursuit sa visite d'itinérance et d'inspection afin d'évaluer et de s'assurer de l'effectivité de la gratuité du programme des accouchements et de la prise en charge postnatale et prénatale dans les hôpitaux de la capitale. La suite en images. Après l'étape de la Tchangou, le patron de la santé, accompagné de la vice-ministre de la Santé, Mme Véronique Kilumba, de la ministre provinciale de la Santé de Kinshasa, du secrétaire général et de l'IGS à la santé publique, ainsi que de plusieurs cadres de son ministère, s'est rendu le jeudi 28 juillet 2022 dans la partie ouest de Kinshasa. Pour cette deuxième phase de la tournée, 9 formations hospitalières des districts de la Lukunga et de la Funa ont été visitées par la délégation ministérielle. L'objectif étant d'identifier toutes les structures qui contribuent à la matérialisation de la vision du chef de l'État, notamment en ce qui concerne la gratuité des accouchements et soins prénataux et postnataux, dont l'expérimentation commence par la ville de Kinshasa. Ce programme s'inscrit dans le cadre du régime d'assistance médicale de l'État aux personnes vulnérables et aux indigents que le ministère de la Santé publique est appelé à matérialiser sur l'ensemble du pays. Ici, de noter que le ministre Jean-Jacques Mbungani a débuté sa tournée par l'hôpital général de référence de Kimbondo, Mama Koko, dans la zone de santé de Mongafula, puis au centre hospitalier La Borne et Binza, dans la commune de Ngalema, au centre de santé de Kitokimosi, dans la commune de Selembao, à l'hôpital général de référence de Makala, dans la commune de Makala, au centre mère et enfants, hôpital général des références de la commune de Bumbu, au centre hospitalier Maman Pamela de Larcy dans la commune de Kassavobo et à l'hôpital général de référence de Kitambo. D'après le ministre, 9 zones de santé sur les 35 que compte la ville de Kinshasa pratique déjà la gratuité des accouchements. Et l'hôpital militaire Kantchachi dans la commune d'Ngalema a été le point de chute de cette tournée d'itinérance et d'inspection dans les structures sanitaires de la zone de Kinshasa-Ouest. Ici, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, s'est imprégné de l'évolution des travaux de modernisation de cette formation sanitaire dont l'inauguration aura lieu bientôt sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette visite l'a permis de palper les réalités et en a aussi profité pour faire un état des lieux des matériels et équipements médicaux de tous les hôpitaux. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a reçu également quelques desiderata venant des responsables médecins directeurs et chefs des zones de chaque institution médicale ciblée. Partout où elle est passée, la délégation ministérielle a tenu de se rassurer des conditions de travail et du plateau technique de formation hospitalière en perspective de la mise en place effective de la couverture santé universelle. Dans toutes les structures, les problèmes sont presque similaires. Déficit en termes d'outils informatiques, réhabilitation, équipements médicaux, mais aussi la situation socio-professionnelle du corps médical. Par exemple, à l'hôpital général des références de Makala, ex-sanatorium, en réhabilitation depuis l'incendie qui avait ravagé son 4e étage, il se pose un problème d'ascenseur dont la remise en service exige une somme d'au moins $10,000 américains. La visite d'inspection du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans la ville de Kinshasa va se poursuivre le jeudi prochain par le district de Moamba. Et puis cette nouvelle, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a accordé une audience à l'intersyndicale et la délégation syndicale du Renatelsat ce jeudi 28 juillet 2022 pour lui présenter des desiderata de cette entreprise publique à caractère technique et commercial n'est malheureusement pas sortie de l'auberge, de la difficulté juridique au problème social en passant par des problèmes techniques. Les défis à relever sont énormes. Suivez plutôt ce reportage.
Présentant la situation générale du Renatelsat, Fidèle Angamaluka, président de l'intersyndicale, a évoqué noir sur blanc les différents problèmes qui rongent cette entreprise, notamment sur le plan administratif, avec la question des grades et des promotions de retraite. Sur le plan technique, étant donné que les matériels sont devenus obsolètes, et sur le plan social, avec le problème de salaire. Corroborant les propos du président de l'intersyndicale sur la situation générale au sein du Renatelsat, Papi Badibanga, président de la délégation syndicale, a transmis à Patrick Mouyaya la doléance des travailleurs de cet opérateur public qui espère un véritable ravalement des façades. Ayant écouté attentivement les désidérata de l'intersyndicale et de la délégation syndicale du Renatelsat qui demeure sous sa tutelle, Patrick Mouyaya leur a promis en bon père de famille un vrai nettoyage en vue de répondre à toutes les questions. Le réseau national des télécommunications par satellite Renatelsat, opérateur satellite public en République démocratique du Congo, est appelé à se réinventer. Préoccupé par les difficultés qui connaissent le Renatelsat, le ministre de la Communication et Médias a démontré sa volonté d'aller de l'avant en modifiant notamment le barème des travailleurs qui date depuis 2014. Il leur a promis de rencontrer le directeur général pour commencer. Le ministre de la Communication et Médias a par ailleurs promis à ses convives de revenir envers eux après discussion avec le directeur général du Renatelsat. Un processus de redynamisation et de professionnalisation s'impose pour aider cette entreprise à se relever. Dans un autre volet de l'actualité, toujours dans l'objectif de matérialiser la vision du chef de l'État en matière d'infrastructure, plusieurs tronçons sont en train d'être réhabilités. Parmi ces derniers figurent la route Bel-Air dans le quartier Masangambila, dans la commune de Mongafula, qui subit sa transformation. Les habitants de ce coin se disent satisfaits de l'avancement des travaux. Un reportage de Deborah Wamba. C'est dans la commune de Mongafula, au quartier Masangambila, que l'un des projets phares du chef de l'État se voit matérialisé. Une route longtemps délabrée qui s'est vêtue désormais de la nouvelle robe grâce aux efforts fournis par le gouvernement congolais. Satisfaits de l'avancement des travaux, les habitants du quartier s'expriment. Nous sommes sur la route Bel-Air où les travaux s'effectuent. Il avance très bien, nous sommes contents. Plusieurs personnes ont déménagé ici à cause du délabrement avancé de la route. Nous remercions seulement les autorités et nous les encourageons à faire plus. Les usagers de la route estiment que ce tronçon est aussi important car il regorge plusieurs ressources et souhaitent l'avancement normal des travaux. Depuis qu'on a lancé les travaux, nous sommes très contents. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on attendait parce qu'on entendait parler. On entendait parler de la réhabilitation, mais on ne voyait rien. Et maintenant que ça a commencé, on est très contents et nous souhaitons vraiment que ça puisse aller jusqu'au bout. Puisque si ça s'arrêtait à un certain niveau, en tout cas, ça serait encore plus grave qu'avant. Pour établir des critères applicables à la sélection des projets, il faut comprendre l'industrie de la construction et les approches locales, car ces éléments déterminent en grande partie l'intensité des main-d'œuvre finale d'un projet. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, le rappel des titres. Rideau, ce vendredi 29 juillet, sur les travaux de lancement des appels d'offres des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers du lac Kivu en RDC. Les travaux ont permis de sensibiliser et de rassurer les potentiels investisseurs. Et puis l'affaire spoliation de 9 hectares du grand séminaire Saint-Jean 23 de l'archidiocèse de Kinshasa vient de connaître un éclairage. Maître Valentin Katako Kito, avocat du collectif des propriétaires de l'espace réclamé par l'Église, a précisé que l'ambassadeur John Nyakeru n'est nullement concerné par le dossier, vous l'entendrez dans ce journal. Enfin, la population du quartier Masangambila, satisfaite de la modernisation de la route Bel-Air dans la commune de Mongafula, Kinshasa. Il s'agit ici de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le domaine des infrastructures.
Ce journal est terminé. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.